facile de commencer une toile. Ah non, oh là là. Non. J'attends toujours très très longtemps. Tu tournes autour. Oui. Je mets le tableau au mur. Puis je le regarde, je m'assois à côté de lui, je recule le moment où il faut que je m'y mette. Je fume. Choisis des couleurs. Je touche à des pinceaux. Et puis quelquefois, je ne fais rien. J'attends d'oser. Ce qui m'a décidé de faire la peinture ma vie, c'est d'abord la nécessité que j'éprouvais de peindre. Enfant, on m'offrait des couleurs et je préférais tremper mon pinceau dans l'encrier. L'histoire qu'on me raconte, je devais avoir 4 ou 5 ans. J'étais en train de tracer de grandes lignes noires sur du papier blanc et quelqu'un m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais là, mon petit Pierre ?» Et j'ai répondu « De la neige ». Et ça a paru tellement extraordinaire, tout le monde a ri, bien sûr, mais tout le monde s'en est souvenu. Et on me l'a rappelé. Le noir n'était pas là pour sa qualité de noir, mais aussi pour ses pouvoirs de noir. C'est-à-dire que par contraste, il rendait le papier probablement plus blanc, comme la neige. Hiver 1919 à Rodez, dans l'Aveyron. La rue Combarel, dans laquelle vient de naître Pierre Soulages, aligne d'un côté des bâtiments administratifs austères, palais de justice, prison, gendarmerie, hôpital, asile d'aliénés, de l'autre une suite de boutiques d'artisans. Deux mondes que tout oppose. L'histoire de Pierre Soulages commence ici, du côté des ateliers, devant le travail de gens modestes, dans l'observation du maniement de leurs outils, et à l'écoute rêveuse des sons qui parviennent à s'échapper des ateliers. Il y avait tout. Il y avait ceux du tissu, il y a un tailleur. Puis il y avait ceux du bois, menuisier, l'ébéniste, le tonnelier, c'est encore différent. Et puis il y avait le charpentier, que je trouvais admirable. Parce que le charpentier fait les choses les plus fantastiques qui soient avec 3 outils. L'herminette, la doloire, la bisaiguë. J'ai vu tous les artisans et j'ai compris une chose fondamentale qu'il y a entre l'artisan et l'artiste. Mais l'artisan sait très bien ce qu'il va faire et il sait comment y arriver. Et bien moi c'est le contraire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais vaguement comment je vais y arriver parce que je connais des tas de possibilités, mais je ne sais pas vraiment lesquelles je vais employer. Amance Soulages, le père de Pierre, est carrossier. Il meurt alors que son fils n'a que 5 ans. Le jeune garçon sera élevé par sa mère et sa sœur aînée, qui sauront très tôt comprendre sa sensibilité artistique. Il ne faut pas confondre le pays de mon enfance avec le souvenir que j'en ai gardé. Les choses qui m'étaient fraternelles, les grands plateaux au désert, les arbres dénudés, les pierres, la terre, le vieux bois, le fer rouillé, toutes ces choses rustres m'ont sûrement marqué. Je les ai toujours préférées aux matières pures et sans vie. Quand j'allais dans la campagne, je peignais des arbres que je voyais à 2 kilomètres. C'est-à-dire que je ne voyais presque pas. Ce qui fait que j'ai inventé quelque chose que je distinguais à peine. Enfin, je copiais plus exactement quelque chose que je distinguais à peine, et de cette manière-là, j'ai inventé. Dans le car scolaire qui l'emmène à Conques, près de Rodez, le jeune Pierre est bien loin d'imaginer ce qui va se produire. La visite de l'abbatiale Sainte-Foy de Conques, chef-d'œuvre de l'art roman du XIe siècle, va être déterminante. Il a 13 ans. J'ai été très, très impressionné par ce que j'ai vu, par l'architecture, par la sculpture, par l'art. Et je crois que ce jour-là, au fond de moi, j'ai décidé de m'occuper de ces choses-là en faisant toute ma vie. Et je
suis allé à l'école des beaux-arts pour passer le concours. Et le hasard a fait que nous avons traversé une salle, et là, il y avait un concours de torse. Et j'ai vu ce que les étudiants de cette école faisaient. J'étais absolument horrifié. C'était absolument, mais vraiment à l'opposé de ce que j'aimais. Mais je n'ai pas osé partir. Et lorsque j'ai su que j'étais admis, je ne suis jamais rentré dans cette école, j'ai pris immédiatement le train pour Rodez. Lorsque j'ai été libéré de mes obligations militaires, c'était après la défaite de 40. Je vois que l'école des beaux-arts de Montpellier est habilitée à préparer un professeur de dessin. Alors je me précipite à Montpellier, et là, j'arrive à un jour terrible. C'était le 13 février 1941. J'ai entendu des cris, des gens qui scandaient « On veut du pain, on veut du pain ». Alors je suis descendu voir ce que c'était. Et quand je suis arrivé auprès de tous ces gens, j'ai aperçu qu'ils ne scandaient pas « On veut du pain », mais qu'ils scandaient « Vive Pétain ». Je vois apparaître sur le balcon de la préfecture de Montpellier Franco et Pétain. Franco en France, à Montpellier, serrant la main de Pétain, c'était un univers qui s'écroulait pour moi. J'avais été non seulement antifranquiste, antifasciste, mais voilà que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette vie? J'étais malheureux comme tout. Je suis sorti le matin et je suis allé au musée Fabre. Et alors là j'ai repris pied. C'était magnifique. Au printemps 1941, aux Beaux-Arts de Montpellier, une jeune femme vient s'asseoir à côté de Pierre, celui qui, selon elle, dessine le mieux. Elle s'appelle Colette. Elle partage toujours sa vie, 76 ans plus tard. J'ai vu arriver cette petite jeune femme, fragile et mince. Elle avait des yeux qui m'avaient impressionné quand elle regardait, puis elle s'est assise à côté de moi. Et un jour, je l'ai retrouvée devant l'école, en train de dire à 3 garçons, Picasso, mais vous êtes fous, c'est pas de la peinture métèque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de peinture métèque? Je me suis arrangé pour la sortir de là. Je lui ai dit, écoutez, mademoiselle, vous n'arriverez jamais à faire comprendre ça, c'est à cela. Moi, je vais au musée Fabre. Je pars, vous m'accompagnez? Oui. On est partis ensemble, on est allé au musée Fabre, et on ne s'est plus quittés. En 1942, un an après leur rencontre, les jeunes amoureux se marient, en noir, à minuit. Quand l'Allemagne envahit la zone libre 15 jours plus tard, Soulages échappe au STO en se cachant dans un domaine viticole. En 1946, Pierre et Colette débarquent à Paris sans un sou et s'installent dans un modeste appartement de Courbevoie. Ils vivent d'expédients. La mère de Pierre leur envoie des tickets de pain, le père de Colette un fût de vin qu'ils troqueront contre de la viande. Ce manque d'argent a souvent amené Soulages à aborder la peinture d'une manière inédite. C'est ainsi qu'il en vient à utiliser le brou de noix, une matière bon marché, qu'il a jadis découverte auprès des artisans de son enfance. C'est avec les brous de noix de 1947 que j'ai pu me rassembler et obéir à une sorte d'impératif intérieur. La vérité est que je me suis senti contraint par l'huile. Je l'avais pratiquée avant-guerre et je savais ce qu'elle imposait comme contrainte. Par impatience, un jour, dans un mouvement d'humeur, muni de brou et de pinceau de peintre en bâtiment, je me suis jeté sur le papier. La première exposition importante qu'il y ait eu, c'était une grande exposition d'art abstrait français en Allemagne. Et c'était un psychiatre allemand, un médecin, amateur d'art, qui était venu en France et qui voulait renouer avec tout ce qui s'était passé pendant la période nazie. Et il avait choisi 7 ou 8 peintres, parmi lesquels je me trouvais. Et il avait d'ailleurs fait l'affiche de l'exposition avec une de mes peintures en blanc et noir. Pierre Soulages est pour moi quelqu'un d'extraordinaire. Son art intense me touche profondément. Pierre et Colette Soulages, que je connais maintenant depuis plus de 20 ans, sont tous les deux des gens très importants dans ma vie.
Je suis fascinée par leur façon d'être, leur ouverture d'esprit, leur curiosité. Pierre est un peu comme un père spirituel pour moi. Et c'est dans le dialogue avec lui et avec ses œuvres que s'est forgée ma conception de la peinture et de l'art. Pierre Soulages et ses collègues français ont joué un rôle très important dans le renouveau de l'art abstrait en Allemagne. Inversement, cette exposition a été pour Soulages le début du succès et de sa carrière d'artiste, car elle lui a ouvert énormément de portes. Dominique avait demandé aux artistes d'écrire quelques mots d'introduction à leur œuvre. Soulages écrit « Une peinture est un tout organisé, un ensemble de relations entre des formes, lignes, surfaces colorées, sur lesquelles viennent se faire ou se défaire les sens qu'on lui prête. » C'est dans cette lettre, écrite en 1948 pour l'exposition Peintures abstraites françaises, que Pierre Soulages a pour la première fois formulé cette phrase que ses admirateurs connaissent bien et qui constitue pour ainsi dire sa profession de foi esthétique. Et nous sommes évidemment très heureux de l'avoir retrouvée ici dans sa forme originale manuscrite. L'affiche allemande de l'exposition de 1948 va devenir pour Soulages un sésame de l'autre côté de l'Atlantique, ramenée par un jeune Américain et affichée au Club des artistes de New York. Elle marque un grand nombre de peintres expressionnistes américains et lui apporte un début de notoriété. 6 ans plus tard, en 1954, Soulages est contacté par le célèbre galeriste new-yorkais Samuel Coutts, marchand de Picasso aux États-Unis. Une chance pour le peintre qui n'est pas exposé par son marchand français Louis Carré. Coutts va exposer Soulages chaque année dans sa galerie jusqu'à sa fermeture en 1966. Pendant une décennie, les plus grands peintres américains, Rothko, de Kooning, Motherwell ou Newman, organisent des soirées en son honneur. Nous y voilà, Soulages en Amérique. C'est un thème très important car une partie considérable de l'œuvre de Pierre Soulages se trouve ici, aux États-Unis, dispersée à travers les musées du pays. À cette époque, l'essentiel de sa production allait à Coutts et était acheté par des Américains qui étaient souvent de grands collectionneurs, avec notamment certaines célébrités d'Hollywood, comme Otto Preminger, Charles Laughton. Puis, il est arrivé une chose très simple. Sam Coutts a fermé sa galerie. La dernière exposition de Soulages chez Coutts a eu lieu en 1965. Et il n'a jamais vraiment eu d'autres marchands attitrés à New York par la suite. Sans ce relais, et malgré la grande exposition du Museum of Fine Arts de Houston en 1966, il lui était difficile de rester présent. Surtout dans le nouveau contexte new-yorkais, avec la montée du pop art, du minimalisme, de toute une génération d'artistes plus jeunes. Tous ces collectionneurs qui avaient accumulé des œuvres de Soulages ont fait des donations, qui ont peu à peu pris le chemin des musées américains et qui se sont malheureusement très souvent retrouvés au sous-sol, dans les réserves. Si bien qu'il a fallu attendre les années 90 pour que les marchands d'art le fassent finalement revenir et que les musées commencent à le sortir de leurs réserves. Ce que je fais en ce moment, et je l'espère ce que font beaucoup de mes collègues également. Pierre et Colette, on dirait deux collégiens, deux gamins à l'école. Ils ont l'air de se sentir si bien ensemble. Et ils ont une telle jeunesse. Quand ils sont ensemble, ils ont l'air tout jeunes et en même temps, ils ont des conversations très profondes. Dans les couples d'artistes, souvent l'homme est le grand personnage
et l'épouse le petit personnage, et ça crée une certaine gêne. Avec eux, je n'ai jamais eu cette impression. Je me souviens d'une exposition où lui et Colette étaient assis l'un à côté de l'autre. Et c'était charmant de voir leur complicité quand ils parlaient aux gens autour d'eux. Il était gentleman, à la fois homme et gentil. Il était un vrai gentleman avec elle. Je repartais aux États-Unis et le plastique sur la photo de mon passeport était parti. L'agent de sécurité me demande « Pourquoi êtes-vous venu à Paris ?» J'ai répondu « Je suis venu interviewer Pierre Soulages. » Et voilà qu'il me fait un salut, s'incline et me laisse passer. Je me suis dit « Ah bon ? C'est un aussi grand personnage que ça ?» Combien de personnes dans un aéroport? Enfin, je veux dire, ça ne m'est jamais arrivé avec un officier de sécurité américain. Et ça ne m'arrivera pas maintenant, c'est même pire. Mais sur le moment, j'ai pensé, ah bon? Et j'ai pris la mesure de ce qu'il représentait pour les Français. Et j'ai trouvé ça formidable, qu'ils honorent à ce point un artiste. Les Américains devraient honorer leurs artistes de la même façon. Dire en quelques mots qui est Pierre Soulages est impossible, si on veut lui rendre justice. Parce que c'est un artiste qu'on ne peut pas ranger dans une petite case. Et ça, c'est un défi. C'est déjà très révélateur. Je ne peux pas le mettre dans une petite case. Et c'est entre autres pour ça que je l'apprécie. Parce que chaque fois que j'écris sur lui, quand c'est terminé, disons un mois plus tard, je commence à me dire « j'aurais pu dire autre chose » ou bien « une autre idée me vient et je m'interroge. Et ça, est-ce que j'y ai réfléchi d'une autre manière ?» Et il me force ainsi à me questionner sans cesse quand je réfléchis à son œuvre. Et ça, c'est très important pour moi, personnellement. En 1958, paraît le premier livre sur Soulages avec 14 reproductions reproduites en carte postale. C'était octobre 1958, tout allait horriblement mal. C'était la guerre d'Algérie qui... De Gaulle était arrivé, mais la guerre d'Algérie redoublait et tout était terrible. Il y avait, on l'a oublié, il y avait des attentats tous les jours à Paris et vraiment j'étais accablé. Je marchais courbé de tristesse, de dépression. Et j'ai vu cette reproduction et ça m'a totalement redressé. Donc j'ai acheté cette carte postale que j'ai gardée sur moi pendant toute la guerre d'Algérie. Et ça a été tout à fait déterminant pour moi, cette idée que, quels que soient les événements politiques, il y a dans les grandes œuvres d'art quelque chose qui peut intensifier votre vie et vous donner une force infinie. Il se trouve que depuis le début, Soulages avait travaillé surtout sur le contraste par juxtaposition du noir et du blanc, notamment dans ces fameux brous de noix sur papier, où on a des grands signes, des signes sans signification, mais qui sont des signes erratiques et énigmatiques au centre du papier. Et dans la peinture, on avait le même travail de contraste, sauf que le noir s'opposait pas seulement au blanc, mais aussi au jaune, au rouge, au vert, qui l'exalte, parce que c'est vrai que le noir, la violence du noir, exalte toujours la peinture voisine. Et puis, 57-58, quelque chose de nouveau apparaît, qui est la lumière par transparence. C'est la deuxième grande lumière de Soulages, au fond. Oui, alors ça, ce sont des outils que j'ai fabriqués, avec des lames de cuir. Je chargeais cette chose-là de noir, je déposais du noir ici, et puis avec une inclinaison de l'outil, comme ceci, je découvrais le bleu qui était dessous, et même le blanc qui était sous-jacent au bleu. Ce qui fait que dans la même trace peinte, j'obtiens une variété à la fois
de couleur, de valeur, et d'une manière irremplaçable. En 68 apparaît une chose tout à fait nouvelle aussi, pour 3-4 ans, des toiles en noir et blanc. Jusqu'à présent, le noir et blanc, c'était seulement le domaine du papier, car les fonds étaient toujours colorés, architecturés. Et puis là, on a des toiles noir et blanc avec, en général, des toiles horizontales, de grand format. Et ces toiles présentent une sorte de construction latérale où on va progresser des grands jambages noirs, quelquefois des boucles. Et toutes les années qui suivent, jusqu'en 78, il va avoir des peintures qui mélangent un peu ce genre de jambage avec des couleurs. Là, on n'est plus sur des fonds blancs. Et soudain, une nuit de janvier 1979, tout change, une rupture radicale dans la peinture. Pierre Soulages passe à l'autre noir. La plupart des choses que j'ai faites sont des choses que je n'ai pas voulu au départ. C'est qui me sont apparues, même cette fameuse journée ou nuit, plus exactement, où je me suis aperçu que je peignais avec de la lumière. C'est comme ça que je ne peignais plus avec du noir, que ce n'était pas le noir qui comptait, mais que c'était la lumière réfléchie par le noir, pas par une autre couleur, qui me conduisait. Mais je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Au contraire, j'étais en train de me morfondre et de me désoler parce que j'étais en train de... Je me persuadais que j'étais en train de me noyer, de rater une peinture. Que j'étais en train de... Et j'évoluais dans cette espèce de marécage, j'ai dit ça une fois, de marécage noir. Et puis, je me suis aperçu que je travaillais à ça depuis des heures. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dois essayer de poursuivre un tableau tel que ce que je crois avoir réussi avant, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort en moi qui fait que malgré la défaite, je continue à travailler à quelque chose de plus fort encore qui me pousse à continuer. Je suis allé dormir. Et 1 heure après, je suis revenu et j'ai vu que je faisais une autre peinture, que je ne travaillais plus avec du noir, que je travaillais avec la réflexion de la lumière sur le noir. Et c'est ce que j'ai appelé ensuite noir-lumière et que j'ai ensuite appelé outre-noir. Depuis le début, ça le guettait, le monochrome noir. Et il se trouve que, dans cette nuit de janvier, d'un coup, il découvre qu'on n'est pas voué au monochrome. Qu'en ayant un seul pigment, avec une peinture monopigmentaire, on peut accueillir la lumière et différentes lumières, et n'importe quelle lumière. Si bien que le noir apparaît non pas comme une couleur, mais comme la source de la lumière qui est projetée sur lui. Et du fait même ce travail par reflet, il se trouve que quand on change de point de vue, par exemple si on déplace vers la toile, les noirs et les clairs basculent. Et c'est cette découverte qui va faire que, voilà, d'un coup, au fond, c'est quand même ce qu'il attendait depuis toujours. Parce que depuis toujours, il attend que la lumière vienne du noir. Et là, eh ben, une fois qu'il a découvert cette possibilité, il va y rester. Ça, c'est du noir broyé à l'huile, avec une résine. Alors je peins évidemment avec ça, mais ce qui compte pour moi, c'est le reflet sur l'état de surface. Quand c'est lisse, comme ça, c'est une autre lumière que j'obtiens que lorsque je le passe avec ça. Quand il est comme ça, j'ai des stries qui se produisent, plus ou moins profondes, qui font vibrer la lumière. Et c'est là-dessus que se fonde ce que je fais.
Mais enfin, tel que je l'exprime là, c'est uniquement une question de lumière, comme au fond les impressionnistes pourraient en parler. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce qui se passe entre la toile et moi et le champ mental qu'elle atteint avec les rapports du noir avec la lumière. Il y a un côté très charnel dans la peinture de Soulages. C'est pas du tout quelque chose de froid, c'est l'inverse. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un lien très fort avec la musique électronique, la musique électroacoustique. Il y a des idées préconçues sur le fait que la musique électronique puisse être froide ou robotique, comme il y a des idées préconçues sur le fait que la peinture de Soulages pourrait être froide et abstraite. C'est exactement l'inverse. Moi, je suis lyonnais, je suis donc très attaché à la cuisine et nous avons à Lyon la prétention de penser que nous faisons une des meilleures cuisines du monde. Et en fait, on a un rapport tactile et organique avec tout. Et d'une certaine manière, on s'est retrouvé beaucoup avec Soulages sur le fait qu'il travaille avec ses mains. C'est une approche qui est d'accord intellectuelle, d'accord cérébrale, mais avant tout tactile, c'est une approche de cuisinier. Et pour moi, la musique et la musique électroacoustique, la musique que je fais, la musique électronique, c'est une musique de cuisinier, c'est-à-dire où je vais mélanger les loops, les beats, les textures, les formes d'ondes de manière, au fond, très sensuelle et très organique. Et c'est aussi un des liens que j'ai tissé au fil du temps avec la peinture de Soulages. Et donc, d'une certaine manière, je pense qu'on devrait appeler sa peinture de la peinture concrète, pas de la peinture abstraite. Mon premier contact avec Soulages devait avoir 14 ans. Et c'était au Musée d'Art Moderne de Paris. C'était je pense, probablement la première rétrospective de Soulages. Et ça a été un des plus grands chocs de ma vie. Avec 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, je pense que ça a été les deux moments qui ont été vraiment fondateurs dans ma vie d'artiste, dans la manière d'aborder le son et d'aborder la musique. Au moment où on crée, il y a ce moment magique de la perte de contrôle. Et on avait parlé de ça avec Pierre Soulages quand je l'avais rencontré. Ce qui est intéressant au fond dans la création, c'est ce moment de perte de contrôle. Et finalement, on peut passer une vie à chercher cette perte de contrôle, parce que c'est cette perte de contrôle qui est liée à un labeur préliminaire ou un travail et une préparation préliminaire qui peut être laborieuse, qui peut être douloureuse, qui peut être longue et qui va permettre justement cette espèce de déclic qui fait qu'à un moment donné, l'écrivain finalement va se retrouver face à des personnages qui lui échappent, le musicien va se retrouver face à des sons qui lui échappent et le peintre va se retrouver face à une matière qui lui échappe aussi. Et c'est ce que j'aime chez Soulages, ce mélange d'un contrôle absolu avec l'accident qui est toujours au coin de la rue, si j'ose dire. La partie s'engage rapidement. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Au départ, ce qui m'a plu dans le rugby, c'est que le ballon était ovale. Ça a l'air idiot, mais c'est capital. Parce que dans la forme, il y a l'inattendu. Et l'inattendu, c'est ça qui m'intéresse. Et ça m'intéresse dans la peinture. Tous les jours. Quand je commence un tableau, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est un événement qui se produit pendant que je peins, qui déclenche la suite. Ça ressemble davantage à du rugby, dans la conception même de ce jeu, dans le rebond inattendu. C'est comme ça que mes tableaux fonctionnent. Transformation réussie cette fois, toujours pour le stade. Ce que je fais m'apprend ce que je cherche. Les scientifiques sont tout le temps amenés à produire des demandes de financement où ils doivent planifier des recherches. Et très souvent, on est tenté à ce moment-là de faire ce qu'on appelle une recherche incrémentale, c'est-à-dire une petite variation par rapport à quelque chose qui existe parce qu'on sait que ça va marcher. On connaît le résultat à l'avance. Ce que je fais m'apprend ce que je cherche, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on se lance dans quelque chose d'inconnu, on n'aboutit d'ailleurs en général pas, on est voué à l'échec, mais tout de même, quelque chose peut sortir de la démarche même. Ce qui compte, c'est le chemin. Et alors ça, j'ai été très très frappé, c'est une chose qui continue à m'émerveiller.
le fait que cette chose qui pour lui est tellement importante en peinture est absolument universelle dans les métiers de la création. J'ai rencontré Pierre en décembre 86. Je commençais juste ma thèse en physique et j'avais une espèce d'activité, disons, qui consistait à transporter des paysans dans Paris. Alors on faisait une visite, ces paysans venaient d'un peu toute la France et cette année-là, j'avais eu l'idée de les emmener à la Galerie de France où il y avait une exposition des peintures récentes de Pierre. Et alors comme je me sentais un peu démuni face aux paysans et aux peintures en même temps, peintures que je venais juste de découvrir d'ailleurs, j'avais écrit une lettre un peu insensé à Pierre, lui demandant s'il pourrait nous recevoir. Mon idée étant d'ailleurs qu'il vienne à la galerie leur parler des peintures. J'avais reçu une réponse immédiate qui était tout à fait d'accord pour ce projet, mais enfin le samedi que vous me proposez, je ne peux pas. Dimanche, dans mon atelier, ça serait possible. Et donc le lendemain, j'arrive avec ces 15 paysans, assez dubitatifs les paysans, après l'exposition rue Saint-Victor. Et là, on a passé 3 heures absolument irréelles, je dois dire. Et en particulier, la première heure. Pendant 1 heure, il les a interrogés individuellement. D'où venez-vous? Quelles sont vos cultures? Qu'est-ce que vous élevez? Et ainsi de suite. Avec une connaissance du monde agricole qui me laissait absolument sans voix et qui, en fait, au bout d'un moment, me disait énormément sur lui, sur ce qu'il était. Et l'apothéose, ça a été la dernière, qui était une femme, qui était viticultrice dans l'Aude, je me souviens. Et là, il a égrené tous les cépages qu'elle pouvait avoir, alors Mourvèdre, Cinsault, Carignan probablement, Grenache, et à chaque fois elle disait oui, 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 bien sûr. Et pour les blancs, alors il y a une nouvelle liste, et elle le coupe à un moment, elle dit, et puis on essaye de mettre aussi des cépages moins connus qui reviennent, et à ce moment-là il dit, du rôle peut-être? Et elle dit oui, oui, du rôle. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aucun de ces paysans ne lui a jamais dit, mais comment savez-vous tout ça? Qui êtes-vous pour en savoir autant sur nous? Aucun. Ils étaient de plein pied avec cet homme. Pierre a la capacité de rendre tout le monde à l'aise. La situation est toujours un peu tendue quand il y a la visite des personnages très importants dans l'atelier. Même si moi, j'ai peut-être un peu de nervosité par rapport à telle situation, en général, il arrive à me calmer. D'accord. Donc la toile, elle arrive jusqu'à là, c'est ça? Ouais, on avait décalé. On avait décalé. D'accord. C'est on avait dit. C'est sûr que c'est ça. Bon, donc. On fait une fois. Là, je suis tendu. Tendu, on a débouché par la. Ah, attends, c'est moi qui. Voilà, d'accord. Là, maintenant, ça doit être un peu mieux. On m'a souvent posé la question, qu'est-ce que ça peut être le rôle d'un assistant avec quelqu'un comme Pierre? J'ai commencé avec lui en 1983. J'ai sonné à la porte en bas. Il me dit, vous montez, c'est au 2e étage. J'arrive, la porte est ouverte, je rentre, je vois personne. Il arrive, il dit, ici, c'est un atelier, on se tutoie. Il m'a demandé tout de suite de tondre les toiles sur les châssis, chose que je n'en avais jamais fait. Donc, je me trouve face à des châssis qui étaient vraiment de grande taille et avec une toile flottante que je devais fixer sur le châssis avec assez de tension égalisée partout. C'était un défi, mais bon, il m'a guidé et j'ai pu le faire. Quand on regarde le montage du dos de ce polyptyque, on voit beaucoup de choses déjà, de choix de soulage. Donc, Pierre, il va commander tel ou tel format. Si ça va être un assemblage, il réfléchit à l'avance aux choses, par exemple le poids total. Et dans ce cas-là, le bois qu'il a employé, c'est du cèdre rouge, qui est un bois qui reste très droit et qui est beaucoup plus léger que certains d'autres types de bois. On voit aussi qu'il y a un schéma qui a été dessiné par lui sur le dos de chaque élément. Et par ce schéma, même quelqu'un qui ne connaît pas l'œuvre saura le panneau de bas, le 2e, le 3e et ainsi de suite. D'accord, vous pouvez lever un peu? Pas trop, hein. Très peu. En 2014, le musée Soulages est inauguré à Rodez, la ville natale du peintre. Après une donation de 500 œuvres et documents, Pierre et Colette ont supervisé l'accrochage. Regarde. Regarde.
J'ai accepté que ce musée porte mon nom à la seule condition qu'il s'ouvre à d'autres artistes. Je voulais un lieu vivant, pas un mausolée. Le blanc, oui, il est possible que le blanc en haut soit trop haut, parce que c'est aveugle. En tout cas, ça marchera. Voilà. Il faut mettre du blanc là. D'accord. Donc, Dans les œuvres de Soulages, on a souvent l'impression de voir des imperfections ou des accidents. Ici, par exemple, sur celle-là, là, il y a comme une tache. Ça peut être pris, interprété comme une tache. Et ça m'a troublé, ça, quand je visitais le musée, que je regardais les tableaux, jusqu'au jour où Pierre Soulages m'a montré des peintures qu'il venait de peindre dans son atelier. Et il m'a montré une, il me dit, celle-là, je la trouve trop parfaite. Et c'est alors que j'ai cru comprendre pourquoi il laisse sur ses toiles volontairement ce qu'on pourrait interpréter comme des imperfections. Parce que je crois que Soulages, bien là, il nous prouve, ça c'est mon interprétation, il nous prouve qu'il ne se prend pas pour Dieu. Il sait que Dieu seul est parfait et que tout en ce monde est imparfait, que nos vies, eh bien, elles sont faites aussi d'accidents. Et c'est tout ce travail philosophique que je crois qu'il fait aussi dans sa peinture sur ce qu'est la vie, faite d'imperfections, et malgré tout, cette imperfection nous dit la beauté et la grandeur de l'homme, de l'œuvre et de Dieu, qui lui seul est parfait. On va en voir une autre, ça c'est encore plus criant, si j'ose dire. Vous voyez, un artisan qui aurait fait ça, moi-même, la première chose que j'aurais fait, c'est gommer cette tâche-là. Alors je suis presque sûr que Pierre Soulages, s'il ne l'a pas fait exprès, en tout cas, était content qu'elle y soit. Voilà. Je trouve que cette tâche, elle dit bien ce mystère de l'œuvre de Soulages, cette grandeur de l'œuvre de Soulages. Je suis né à 20-25 km d'ici. Et très jeune, je suis venu à Conques avec mes parents. Et puis, je suis beaucoup venu au moment de l'adolescence et dans ma jeunesse. J'y descendais en mobilette et puis après en voiture. C'était pour moi un lieu refuge, un lieu où je venais confier au Seigneur ma vie, mes soucis, mes misères. C'était un lieu où je venais un petit peu me cacher, me blottir, un petit peu comme on se blottit dans les bras de sa maman. Et ce lieu qui était précieux pour moi, quand les vitraux de Pierre Soulages sont arrivés, Pierre Soulages me l'a un peu brisé, quoi. Parce qu'il a fait rentrer la lumière. Ce lieu me plaisait parce qu'il était sombre, caché, obscur, même si je devinais la grandeur, la magnificence de l'architecture. J'aimais cette obscurité. Et la lumière qu'a donnée Soulages sur le coup m'a été plutôt une agression. Je ne reconnaissais plus l'abbatiale de Conques telle que je l'aimais. Conques, étonnante boucle de l'histoire. Soulages retrouve en 1987 une architecture qui, près de 60 ans plus tôt, lui a fait prendre conscience de son destin d'artiste. Après avoir refusé de nombreux projets de vitraux, il ne peut qu'accepter cette commande du ministère de la Culture. Mais le projet suscite de fortes inquiétudes. Certains pensent que les vitraux seront recouverts de noir. Soulages n'est pourtant pas le peintre du noir, mais celui de la lumière. Et comme il a toujours créé ses propres outils et techniques, il aime inventer sa propre matière. Il parvient à créer un nouveau verre pour l'élaboration des vitraux de l'abbatiale. Après 7 ans de recherche et près de 700 essais en laboratoire, les 104 vitraux sont posés en 1994.
L'évêque m'a nommé curé de la vallée, donc j'ai été amené à venir souvent célébrer ici. Et c'est là que j'ai eu le temps d'admirer les vitraux, de découvrir, en plus de la lumière qu'ils donnaient, qui permettait de découvrir l'architecture, l'harmonie des lignes de Soulages avec l'architecture de l'abbatiale. Ces lignes, quand on prend le temps de les regarder vitrail par vitrail, on découvre combien elles chantent en harmonie avec toutes les courbes de l'abbatiale. Et puis avec le temps, je me suis arrêté, j'ai contemplé vitrail par vitrail et j'ai découvert que suivant l'heure du jour, même des saisons, les vitraux, ils laissent apparaître en eux-mêmes des couleurs, des bleus, des ocres magnifiques. Et alors, évidemment, c'est quelque chose qui m'a séduit. Pour moi, une peinture comme un poème, cela ne cache pas, cela ne veut rien dire. Cela, évidemment, exprime quelque chose, cela nous apporte même beaucoup. Mais il ne faut pas confondre le mystère avec le secret. Rien n'est caché dans une peinture. Le mystère et le secret, ce sont deux mondes différents. Le secret se déchiffre, on peut même dire qu'il aspire à être dévoilé, alors que le mystère, lui, reste intact. Et c'est un autre monde, c'est un autre domaine. C'est celui de la poésie, c'est celui de l'art en général. Un soir de 1951, au théâtre du Capitole à Toulouse, le futur philosophe Alain Badiou, encore adolescent, se faufile comme souvent avec ses copains dans la loge occupée habituellement par son père, maire de la ville. Il reste marqué par les décors de la pièce conçue par Pierre Soulages. Bien plus tard, le peintre deviendra une de ses références. Qui peut être plus contemporain que celui qui, finalement, en un certain sens, avant tout le monde, a réalisé que l'outre noir pouvait être la totalité du monde, l'invention de la lumière, le paysage. Ça, c'est une invention radicale et il est donc complètement contemporain. Mais à l'intérieur de cette contemporanéité, les vertus de patience, de recherche, de calme, le fait que, d'une certaine façon, il ne prétend pas du tout que ce qu'il fait soit extravagant, aventureux, paradoxal, en rupture, non. Au contraire, tout est chez lui dans une figure d'aboutissement, de sérénité, fait qu'on pourrait lui apprêter des vertus classiques. Et c'est pour ça que je le qualifierais, ce Pierre Soulages, y compris dans sa personnalité accueillante et solide en même temps, à la fois très présente et inébranlable. Je pense qu'il est notre grand classique. Très souvent, on conçoit le noir comme une interruption, comme une négation. C'est-à-dire qu'il y a la lumière, il y a le jour, et puis le noir tombe. La nuit tombe. La nuit tombe sur le jour. Et je pense que ce que Soulages imagine et cherche à créer, c'est une inversion de ce rapport, en nous rappelant que, somme toute, c'est plutôt toujours la lumière qui sort du noir, la lumière qui est première, et il utilise pour se faire des comparaisons historiques. Par exemple, d'une certaine façon, dans la grotte obscure de la préhistoire, on va faire sortir la lumière des images, et c'est pas en sens inverse. Et puis il y a la figure de la naissance. Le premier cri du jeune bébé, c'est quand il sort de la caverne maternelle, la caverne pleine d'ombre de la mère. Et on pourrait dire ça, peut-être, qu'il y a aussi chez Soulages l'idée de montrer que c'est le noir qui est maternel, que c'est le noir qui est la figure de la naissance et non pas la lumière.
Vendredi 13 mai 2009. Cher Monsieur Soulages, j'ai été émerveillé, bouleversé par votre exposition à Beaubourg l'an dernier. J'avais envie de distance, mais aussi de toucher, de rentrer dans la toile, dans l'obscur et sa lumière. Vos noirs me fascinent, parce que précisément, ils font parler la lumière. Cette lumière sans laquelle nous ne saurions pas d'où nous venons, qui nous sommes et sans doute où nous allons. Qu'il y ait comme un lien entre la lumière de l'univers et les lumières de l'esprit est un miracle permanent. Le noir, je crois que symboliquement, nous renvoie quand même à nos origines. Avant la vie, qu'est-ce qu'il y avait? Personne ne se souvient. Et d'ailleurs, pour reprendre Soulages lui-même, Pierre le dit, il dit « le noir est antérieur à la lumière ». Et pour nous, le noir, c'est quand même encore une signification différente, parce que plus on regarde loin, plus on remonte dans le temps. Tout simplement parce que la lumière met un certain temps pour venir jusqu'à nous. Donc voir un astre très lointain, c'est voir un astre tel qu'il était autrefois. Donc nous passons notre temps à remonter le temps et donc aller vers les origines et voir de moins en moins bien, puisqu'évidemment les astres sont de moins en moins lumineux. Soulages utilise un tableau comme dispositif, et le noir qui est dessus, pour effectivement interagir avec son public, et c'est le public qui continue à faire le tableau, à faire l'œuvre, à lui donner un sens en fonction de ce qu'il perçoit de l'éclairage, de l'environnement, de la manière dont il le regarde, de l'angle, etc. Et nous aussi, d'une certaine façon, nous utilisons un dispositif qui sont les télescopes. Et par ce dispositif, eh bien, nous voyons un univers en fonction de la manière dont on a arrangé le protocole. Donc c'est un point de vue. Il est toujours un peu différent, cet univers. Ça dépend de ce que l'on a voulu regarder exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette manière de faire intervenir non pas seulement l'œuvre et l'artiste, mais l'œuvre, l'artiste et le spectateur. Et nous faisons intervenir le dispositif, l'astronome et l'univers lui-même. J'ai rencontré Pierre Soulages, j'avais l'impression de le regarder comme si j'étais au pied d'une montagne, non pas par timidité ou quoi que ce soit, mais parce que c'est un homme qui, voilà, on a l'impression qu'il va vous prendre dans ses bras tellement et qu'il va vous communiquer son énergie. C'est ça qui m'a étonné. Je ne parle pas de son œuvre, on en parle suffisamment, et ça c'est évidemment autre chose. Mais le personnage, pour moi, c'est l'homme atemporel. Donc, c'est pas que... Donc la peinture de Soulages, elle n'est pas que noire alors? Non, avec le reflet, ça. C'est comme s'il y avait de la lumière. Il a essayé de chercher la... C'est en fait au début c'est noir, après en fonction du temps, ça change un peu. C'est très sombre, après la lumière du soleil, ça fait de la lumière. Et c'est ça avec la lumière. Il est très attentif, celui-là. Oui. Et cet après-midi, moi, je rencontre le peintre, là, celui qui a fait ça. Qu'est-ce que je lui dis de votre part, alors? Qu'il continue comme ça. Qu'il continue, qu'il n'arrête pas sa carrière. Donc, vous faites un petit bisou à Pierre, alors? Je me trouvais à 7, près de l'atelier sur la terrasse, devant un grand horizon vide. Le soleil est devenu un disque noir, plus noir que le ciel. Tous les regards étaient tournés vers le haut, fascinés. Un grand silence s'est fait. C'était un spectacle cosmique grandiose. Le soleil occulté, c'était le noir d'avant la lumière, d'avant les couleurs. Celui que j'aime, avec sa gravité, sa radicalité. Il y avait là quelque chose des origines du monde, de notre origine aussi, avant de naître, avant de voir le jour.
Est-ce pour toutes ces raisons, enfouies au plus profond de nous-mêmes, que dès les plus lointaines origines de la peinture, les hommes, pendant des centaines de siècles, sont allés peindre dans les endroits les plus obscurs de la Terre, dans le noir absolu des grottes, peindre avec du noir.